Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'assassinat de l'avocat corse Antoine Sollacaro. Ou comment un ténor du barreau, avocat historique d'Ivan Colonna, est devenu la cible d'un contrat et la victime de la guerre des clans à Ajaccio. Yves Manunta, 50 ans, le crâne dégarni et une barbe de 3 jours poivre et sel, est un ex-nationaliste corse. À ses 20 ans, il avait rejoint avec enthousiasme les milieux indépendantistes. À ses 30 ans, la violence avait pris le pas sur la pédagogie et Yves Manunta s'était engagé dans la lutte armée. À ses 40 ans, il s'était allié à son ami et compagnon de lutte, Antoine Nivaggioni. Et c'est là que les ennuis avaient vraiment commencé. Au début des années 2000, Yves Manunta et Antoine Nivaggioni fondent la Société méditerranéenne de sécurité, la SMS. Profitant des connivences entre nationalistes au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud, elle devient très vite l'une des entreprises les plus florissantes de l'île. Mais en 2004, Manunta s'aperçoit que Nivaggioni se serre dans la caisse. Les deux associés se fâchent, se séparent et en viennent même à se haïr. En mars 2011, la SMS se retrouve devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ou plus précisément ses dirigeants, soupçonnés via leur société de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux et de blanchiment d'argent. Yves Manunta est là. Mais Antoine Nivaggioni manque à la barre. Le principal suspect et ancien associé d'Yves Manunta a été abattu quelques mois auparavant, en octobre 2010 à Ajaccio, en pleine rue. Règlement de compte ce matin en Corse. L'ancien militant nationaliste du mouvement pour l'autodétermination, Antoine Nivaggioni, a été tué en plein centre-ville d'Ajaccio. Il a reçu une rafale de coups de feu, plusieurs balles de différents calibres. L'affaire de la SMS, ce sont des millions d'euros détournés, blanchis. Mais l'enquête a aussi mis au jour le divorce sanglant entre les anciens amis qui se déchirent aujourd'hui. La haine transpire, même sous la robe de leurs avocats respectifs. À l'audience, ils se livrent à une passe d'armes qui dépasse les joutes verbales habituelles. Indique, balance, les insultes fusent, dans un climat tendu. Damien, un célèbre avocat corse, défend les amis d'Antoine Nivaggioni. Il s'appelle Antoine Sollacaro. Oui, alors Nivaggioni, on l'a dit, il a été tué quelques mois plus tôt. Antoine Sollacaro défend donc sa mémoire, mais aussi ses amis. Sollacaro, c'est un avocat qui est très expérimenté, avec un caractère bien trempé. À 62 ans, cet ancien bâtonnier des avocats de Corse du Sud a des convictions et il n'hésite pas à les défendre, y compris de manière très virulente. Plus jeune, il a défendu les militants du Front de Libération Nationale Corse, le FLNC. Oui, il a été l'un de leurs avocats historiques et plus tard, il a été celui qui a défendu, un de ceux qui ont défendu Ivan Colonna, le berger qui a assassiné le préfet Claude Érignac en février 1998. Et pendant les différents procès de celui qu'on surnommait le berger de Cargèse, Antoine Sollacaro a défendu l'innocence de son client pied à pied, quitte à invectiver la cour d'assises à l'époque qu'il a été jusqu'à qualifier de junte birmane. Comment voudriez-vous que nous participions encore d'une quelconque manière à une mascarade devant des magistrats faussaires? Comment voulez-vous que nous participions à cette mascarade? L'issue du procès de la Société méditerranéenne de sécurité n'apaise pas les esprits. Non, traité de balance par Antoine Sollacaro au cours de l'audience, Yves Manunta, qui fait partie des prévenus, accuse l'avocat de lui avoir mis une cible dans le dos. Il a peur d'être considéré comme un traître, d'être celui qui a délivré des informations à la justice, et il va confier à ses proches, Yves Manunta, que s'il lui arrive quelque chose, Sollacaro sera en partie responsable. Le 20 juin 2011, 18 personnes sont condamnées. L'issue du procès de la Société méditerranéenne de sécurité n'apaise pas les esprits.
Depuis plusieurs années déjà, Yves Manunta craint que les conflits avec certains de ses anciens amis nationalistes ne fassent de lui une cible. Il se déplace d'ailleurs seul en voiture, afin de ne pas mettre sa famille en danger. Mais ce qu'il redoutait finit par arriver. Le soir du mardi 8 novembre 2011, 8 mois après le début du procès de la SMS, la femme d'Yves Manunta, qui est allée chercher leur fille à l'école, l'appelle. Elle est tombée en panne. Il faut qu'ils viennent les chercher. Rendez-vous est donné devant le Monoprix. Une fois de retour sur le parking de leur immeuble, un déluge de tirs s'abat sur la voiture. Sa femme et sa fille sont touchées par des balles de Kalachnikov. Personne n'est tué. Face aux enquêteurs qui l'auditionnent, Yves Manunta réitère ses accusations sur procès-verbal. Ma mort a été planifiée par des cols blancs, relayés par des tueurs. Ces personnes avaient trouvé un porte-voix qui s'est exprimé lors du procès de la SMS en la personne d'Antoine Solacaro. Le lundi 9 juillet 2012, Yves Manunta est victime d'une deuxième tentative d'assassinat, cette fois dans les rues d'Ajaccio. Celle-ci lui est fatale. La victime s'est écroulée, elle serait décédée des suites de ses blessures. Il s'agirait d'Yves Manunta, un ancien militant nationaliste et ancien gérant de la Société méditerranéenne de sécurité, SMS. L'exécution d'Yves Manunta a des répercussions jusqu'au plus haut sommet de l'État. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, place sa famille sous protection policière. Il parle de dérive mafieuse en Corse. Depuis plusieurs mois, les règlements de compte s'enchaînent. Deux clans, en particulier, se livrent à une véritable guerre sur l'île de Beauté. Le premier est constitué de proches d'une figure de l'île, Alain Orsoni. Il a milité dans sa jeunesse au sein du mouvement pour l'autodétermination de la Corse avant de s'exiler en Amérique du Sud. Il est revenu récemment sur l'île, où il a repris les rênes du club de foot d'Ajaccio, qui évolue alors en Ligue 1. Le deuxième clan, c'est la bande dite du Petit Bar, une brasserie située à Ajaccio sur le cours Napoléon, l'artère principale de la ville. C'est dans cet établissement que se réunissent des membres de la génération montante du banditisme local. Yves Manunta n'en faisait pas partie, mais il était proche de certains d'entre eux. Damien, la bande du Petit Bar est dirigée par un certain Jacques Santoni. Jacques Santoni, il a la trentaine. Les policiers l'ont affublé d'un surnom, le paraplégique. Ce surnom, il vient du fait que depuis 2003 et un accident de moto, Jacques Santoni est tétraplégique. Mais malgré ce handicap très lourd, qui le cloue soit dans un fauteuil roulant, soit dans un lit médicalisé, les policiers le soupçonnent de déborder d'appétit et de tirer les ficelles de la voyoucratie locale. Dans sa quête de toute puissance, Jacques Santoni se heurte à la concurrence d'Alain Orsoni et d'Antoine Nivaggioni. Alors en tout cas, c'est l'hypothèse des policiers sur l'île qui pensent que les clans se disputent, notamment l'influence autour de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud. Alors pourquoi ? Parce que une chambre de commerce et d'industrie, ça permet d'avoir une position préférentielle sur les marchés publics qui peuvent se passer dans le domaine de la sécurité, de la voirie, de la gestion des déchets. Enfin tout ça, ça fait une manne d'argent pour faire du chiffre d'affaires et aussi pour blanchir des fonds. En mars 2011, le procès de la SMS a permis de mettre à jour les liens entre la CCI et des membres du grand banditisme en quête de blanchiment. À l'été 2012, la mort d'Yves Manunta semble être une réponse à celle d'Antoine Nivaggioni, tué 2 ans plus tôt. Les rues d'Ajaccio ne sont désormais plus sûres pour ceux qu'on estime impliqués dans cette guerre de clans. Le lundi 15 octobre 2012, 3 mois après la mort d'Yves Manunta, l'avocat Antoine Solacaro est dans l'avion qui le ramène à Ajaccio, après une audience sur le continent. Il est assis à côté d'un confrère, Marc Maroselli, le nouveau bâtonnier de Corse du Sud. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps et devisent de tout et de rien. Antoine Solacaro ne semble pas inquiet, même si, sur l'île, tout le monde connaît ses liens d'amitié avec Alain Orsoni et feu Antoine Nivaggioni. Le lendemain matin, le mardi 16 octobre, l'avocat quitte sa maison, à l'écart de la cité impériale. Il doit se rendre à son cabinet, installé sur la place du Diamant, en plein cœur d'Ajaccio. Comme d'habitude, il monte dans sa Porsche 911 cabriolet noir et emprunte la route des Sanguinaires, qui forme comme un balcon sur la mer. Et comme d'habitude, après 10 minutes de route, il ralentit, à hauteur de la station-service Total, et s'engage vers les pompes. Antoine Solacaro s'arrête ici tous les matins, presque toujours à la même heure, pour acheter son exemplaire de Corse Matin. Damien, la suite, ce sont les caméras de vidéosurveillance qui vont la filmer.
Il est précisément 9h, 5 minutes et 37 secondes lorsque la Porsche apparaît, suivie de près par une moto avec 2 hommes dessus. 5 secondes plus tard, on distingue le passager de la moto pointer une arme de couleur sombre en direction d'Antoine Solacaro, dont la voiture roule toujours mais à très faible vitesse. C'est à cet instant qu'il tire sur l'avocat. 4 secondes plus tard, la Porsche vient s'immobiliser devant la boutique en percutant très légèrement un autre véhicule stationné là. Le tireur de la moto descend, se porte à la hauteur de la vitre conducteur, sans doute pour s'assurer qu'Antoine Solacaro est bien mort. 2 secondes plus tard, il remonte sur sa moto et prend la fuite. Au volant de la Porsche, Antoine Solacaro s'est affaissé, il est mort. Mis à part les images de vidéosurveillance, de quels indices disposent les policiers qui analysent la scène de crime ? Alors sur place, les experts de la police technique et scientifique récupèrent 9 étuis percutés, ça veut dire les 9 balles, les 9 étuis qui ont été tirés par le tueur. Les munitions sont de calibre 11,43, c'est le calibre du grand banditisme. L'arme qui a tué l'ancien bâtonnier est un pistolet semi-automatique, ça c'est la conclusion des balisticiens. Antoine Solacaro, lui, a été atteint par 9 balles, 5 dans la tête et 4 dans la région thoracique. Dans Ajaccio, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Abasourdis, sous le choc, élus, avocats, amis se sont rendus sur les lieux du crime dès qu'ils ont appris la nouvelle. C'est le 15e assassinat depuis le début de l'année 2012 en Corse. Mais cette fois, l'onde de choc est immense. C'est pas un truand, c'est un avocat. Bon, est-ce qu'on réalise où on en arrive ici en Corse ? Antoine Solacaro n'est pas un membre du grand banditisme, mais un avocat reconnu qui, en prêtant serment, a juré d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Sur l'île, les audiences sont immédiatement suspendues dans les tribunaux. Le procureur d'Ajaccio, Xavier Bonhomme, parle d'un trouble exceptionnel à l'ordre public. Ses confrères du barreau sont abasourdis. Le bâtonnier, maître Marc Maroselli, qui était dans l'avion avec Antoine Solacaro la veille, est très ému devant les caméras de France 2. Et il ne cache pas sa colère. Ce qui est lamentable, c'est qu'on l'a sûrement tué pour le symbole qu'il représentait, c'est-à-dire un avocat libre, courageux et qui allait au bout de ses dossiers. La dernière fois qu'un avocat a été assassiné en France, c'était Jean Grimaldi, en 1991. Et c'était en Corse, déjà, à Bastia. Le séisme déclenché sur l'île par la mort d'Antoine Solacaro traverse la Méditerranée, gagne le continent et Paris. La dérive mafieuse évoquée par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur de l'époque, semble avoir franchi un nouveau cap. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, estime que c'est la justice tout entière qui est touchée. Dans les locaux de la police judiciaire à Ajaccio, les enquêteurs entendent les premiers témoins. Le père du gérant de la station-service, présent au moment des faits, a vu une partie de la scène. Mais il ne parvient pas à décrire avec précision le signalement des auteurs. Des policiers, membres d'une compagnie de CRS, viennent déposer à leur tour. La veille des faits, le lundi 15 octobre vers 17h, ils ont été surpris par l'étonnante manœuvre d'une moto qui a fait un brusque demi-tour devant eux alors qu'ils étaient en patrouille. Il n'y avait qu'une personne sur cette moto, mais elle était postée sur le trajet habituel d'Antoine Solacaro, entre son domicile et le centre-ville d'Ajaccio. Grâce à l'exploitation minutieuse des images de vidéosurveillance, les enquêteurs déterminent que le pilote de la moto porte un casque intégral de couleur sombre avec des parties claires sur les côtés. La visière du casque est relevée et il semble avoir dessous une cagoule noire. Il est vêtu d'une veste sombre, d'un jean et de gants noirs. Le tireur est lui porteur d'un casque de couleur claire avec des bandes sombres. Il tient son arme de la main droite et il est vêtu d'une veste à capuche foncée, de gants et d'un jean bleu. Détail supplémentaire qui pourrait être utile, il porte des chaussures de sport jaunes et vertes. Damien, cette moto est évidemment un indice majeur dans l'enquête des policiers. Oui, et les différents témoignages, même imprécis, les images de vidéosurveillance de la station-service, laissent penser, sans aucun doute possible, qu'on est dans le cadre d'une exécution en bonne et due forme. Le témoignage des CRS confirme aussi que les tueurs ont possiblement fait des repérages pour mettre au point leur guet-apens.
Oui, mais surtout, le modèle de cette moto va pouvoir être identifié à partir de ces témoignages et de la vidéo. Il s'agit d'une BMW 1200 GS et ce point-là est déterminant parce que ce modèle, il a déjà été vu sur une scène de crime. C'était le 1er septembre 2012, 1 mois et demi avant l'assassinat de l'avocat Antoine Solacaro, et c'était déjà à Ajaccio. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'assassinat de l'avocat corse Antoine Solacaro. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.